Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Bienvenue mesdames et messieurs à cet autre Scoop Entretien édition spéciale avec notre cher et désormais très présent sur les plateaux. On a même envie de l'appeler consultant, mais bon, il est conseiller spécial du président Touadéra et donc ne saurait être notre consultant permanent. Mais qu'à cela ne tienne, c'est un panafricaniste, leader du mouvement Soutenons Touadéra. Vous l'avez compris, Jules Ndiaoui est avec nous. Jules Ndiaoui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Pan-African TV. Bonsoir à cette Afrique qui se mobilise aujourd'hui pour inverser la vapeur, pour déclencher cette dynamique que nous prenons depuis plus d'une quinzaine d'années, nous les ardents précurseurs du panafricanisme des temps nouveaux. Vous savez, le panafricanisme des temps nouveaux renaît il y a à peu près 14-15 ans. Et c'est ce panafricanisme qui a entraîné tous les chamboulements géostratégiques que la planète, que le monde entier vit aujourd'hui. C'est la preuve que l'Afrique a la capacité d'impacter le devenir du monde. En tout cas, pour impacter le devenir du monde, il faut très rapidement pouvoir faire relever la République centrafricaine et la faire continuer sa marche. Pour nous, en tout cas, en ce qui concerne l'Afrique, la position stratégique de la RCA fait en sorte que nous nous sentions obligés à chaque fois d'avoir le regard tourné vers la RCA. Et vous, Jules Ndiaoui, vous avez pris l'engagement ferme d'être au front médiatique à chaque fois qu'un mouvement se présentera du côté de la RCA. Aujourd'hui, c'est quoi la nouvelle, c'est quoi l'inquiétude? Puisque nous sommes restés et on s'est dit, mais pourquoi il y a tant de bruit à Bangui? Est-ce que la tête du président Touadéra serait mise à prix? Vous savez, la Bible, moi je suis chrétien, hein, oui. La Sainte Écriture dit que mon peuple périt par le manque de connaissance. Mon peuple périt par le manque de connaissance. Nous avons décidé parce que nous sommes des intellectuels fégants, nous ne sommes pas des criminels. Nous avons décidé de mener nos combats par l'âme intellectuelle. Donc, la gâchette de l'âme intellectuelle, c'est la parole, c'est le parler, donc la dénonciation, voilà, la défense verbale. Donc, voilà nos armes, les armes que nous utilisons. Nous ne sommes pas lâches, comme ceux-là qui utilisent des armes létaux pour assassiner les populations. On dit létaux ou létal? Ah, les armes létales. Oui. Voilà, excusez-moi, ouais. ça peut arriver. Oui. Donc, ils utilisent des armes létales pour assassiner les populations africaines. Et là, ils ont planifié l'assassinat du grand leader de ce pur fruit du panafricanisme des temps nouveaux. Quand vous dites ils ont planifié, ils, c'est qui? La France, bien sûr, la France. Les services français avec à leur tête monsieur... En fait, c'est un chef d'État, j'aurais quand même de respect pour lui. Autrement, je ne vais pas le traiter de manière péjorative. Avec le président Macron, ils ont planifié l'assassinat du grand leader panafricaniste, j'ai nommé le professeur Faustin Archange Touadéra. Mais ce que vous dites est grave. Comment est-ce qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui vous permet de le dire de manière aussi affirmée? Il faut commencer par comment est-ce qu'on en arrive là. Oui. Nous en arrivons là parce que en 2016, arrive au pouvoir en Centrafrique, en pleine crise, en plein génocide, arrive au pouvoir un monsieur qui s'appelle le professeur Faustin Archange Touadéra. Oui. Il trouve un État en lambeaux. Je ne vais pas refaire l'historicité. Oui. Il trouve un État en lambeaux. Et au lendemain, le jour même de sa prise de fonction, le jour même de sa prestation de serment, le ministre français de l'époque lui fait savoir que... Les affaires étrangères, Le Drian, oui. Lui fait savoir qu'il va retirer les troupes françaises en Centrafrique. Et le président Touadéra lui dit, mais écoutez, je ne comprends pas. Je viens de prendre le pouvoir. Vous connaissez la situation en Centrafrique. Elle est désastreuse. Il n'y a pas de moyens. L'armée n'existe pas. Le seul espoir des populations centrafricaines aujourd'hui, face à ces deux milices qui se battent au quotidien, Balanka, Anti-Balaka et Seleka, le seul espoir, c'est la force tampon appelée Sangaris. Si, au sorti d'une élection démocratique, je suis élu, parce que le peuple a espoir
d'un retour à la normalisation des choses, et qu'au sorti de ma prestation de serment, vous décidez de retirer les forces sangaristes qui sont la lueur d'espoir du peuple centrafricain, comment est-ce que je gouverne? Croyez-moi, le Drian lui a dit que tu te débrouilles. Aussi simple. Aussi simple. Le quanticien de Bangui a compris qu'il fallait opérer par voie de péréquation. C'est un mathématicien. Il a fait la péréquation. Il a cherché l'inconnu. Il venait d'avoir le début à la solution de l'inconnu. Le début. Oui. Mais il va poursuivre la péréquation et il va comprendre que bon, dans cette péréquation, il faut intégrer de nouveaux acteurs. Parce que l'acteur principal qu'est la France, on le soupçonne de jouer un double jeu. Il faut dire les choses telles quelles. Puisque les rapports de terrain démontraient déjà que la France alimentait le conflit en donnant les armes au Balaka et au Sénéka. Nous avons d'ailleurs fait plusieurs émissions Voilà. dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce que le quanticien de Bangui va faire? Il va introduire de nouveaux acteurs. En bilatéral comme en multilatéral. En multilatéral, il va exploiter la position du Rwanda, qui est très impliqué au sein de la force onusienne présente en Centrafrique. Et avec le même Rwanda, il va signer un accord de défense bilatéral qui va permettre au Rwanda de mettre des hommes à la disposition aux côtés de l'armée centrafricaine. Et donc on va donc se retrouver dans une configuration telle que vous avez à peu près 3000 hommes rwandais au sein du contingent de la MINUSCA, et vous avez encore à peu près le même effectif, 4000 hommes au sein, à côté des soldats centrafricains. Ce qui porte l'effectif rwandais en Centrafrique à 7000 hommes. Vous voyez, c'est ça la péréquation. Oui. La solution a mis l'inconnu, il commence à l'égrener. Après, il va se dire, j'ai quand même besoin d'un principal acteur qui siège au Conseil de sécurité. Puisque une coalition de facto est faite. Angleterre, France et dans la moindre mesure, États-Unis. Donc, le quanticien de Bangui, dans sa péréquation, va intégrer un autre élément qui est la Russie, qui siège au Conseil de sécurité. Et donc, voilà comment il commence donc à amorcer le début de solutions sécuritaires. Mais il faut comprendre que ce début, ces solutions sécuritaires n'arrangent pas la France. Oui. Parce que la France n'agit qu'en eau trouble. C'est quand il y a les troubles que la France se sent à l'aise. S'il y a la quiétude, la France ne peut plus voler, piller. Elle ne peut plus piller le peuple centrafricain. La France ne peut piller le peuple centrafricain que lorsqu'il y a les troubles, lorsqu'il y a la guerre. Lorsqu'elle elle-même finance, structure, forme les rebelles. Et donc, la Russie va arriver dans cette configuration et la Russie va véritablement travailler pour sécuriser les populations centrafricaines, pour former l'armée centrafricaine qui à l'époque était de moins de 50 soldats et 8 ans après est de 35 000 soldats formés. 35 000 soldats formés aujourd'hui en Centrafrique. Loin des formations qui se faisaient avec les bâtons. Les formations que l'armée française administrait aux soldats centrafricains, c'était avec des contreplaqués dessinés sous forme de fusil. On disait tôt avec la bouche, tôt, tôt. C'est fini ça. Les Russes vont amener du matériel. Les gars vont être formés aux techniques de guerre. Est-ce que c'est cette présence rwando-russe qui fait aujourd'hui, qui pousse aujourd'hui cette France à vouloir mettre à prix la tête du président Touadéra? Mais oui, puisque nous sommes partis, justement, je vous écoute. Puisque la sécurisation du territoire dorénavant empêche à la France
d'agir en toute quiétude et de piller les richesses de mon pays. De piller le sous-sol centrafricain. C'est fini. Ils ne peuvent plus. Parce que leur tactique était simple. Créer, multiplier les groupes rebelles. Positionner ces groupes rebelles sur tous les champs miniers. Créer la mort dans les zones hortifères, dans les zones diamantifères, dans les zones de Boromata pétrolifères, dans les zones où il y a de l'uranium. Créer la guerre, la psychose. Les populations fuient les zones, se replient dans les villages lointains. Pendant ce temps, les rebelles, appuyés par les soldats français, font le sale boulot de pillage. Voilà comment ils ont pillé mon pays. Voilà comment depuis des lustres, ils ont détruit ce pays. Et donc, l'arrivée des soldats russes et des alliés rwandais aux côtés des forces armées centrafricaines a stoppé systématiquement tout cela. Alors, aujourd'hui, Jules Diawé, quels sont les éléments nouveaux qui vous permettent d'affirmer que la France veut éliminer le président Touadéra? Puisque quand la France constate qu'elle ne peut plus piller le territoire, qu'elle n'a pas voie de domination sur le président Touadéra, parce qu'elle estime que c'est un têtu, et parce que l'arrivée des Russes en Centrafrique a entraîné la déflagration russe sur le continent par une pénétration au Mali, d'où l'effet domino. Oui. Pénétration au Mali, Burkina Faso, Niger, aujourd'hui on parle du Tchad, la France se sent menacée. Et en fait, la France se souvient que le président Poutine avait dit à un de leurs dirigeants que je n'ai pas besoin de faire la guerre à la France, j'ai simplement besoin d'émanciper son peuple. Et la France réalise que l'émancipation du peuple africain par la Russie est un danger pour sa survie à elle, la France. Et la France décide de punir, de châtier celui par qui la Russie est revenue sur le continent. Cette personne, j'ai nommé, c'est le professeur Faustin Archange Touadéra. Sur le plan défenseur, défenseur des biens et de la richesse et du peuple centrafricain. Très bien. Jules Diawé, alors, militairement parlant, on savait quand même que les FACA et leurs alliés avaient réussi à reprendre le contrôle total du territoire national. Alors, est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Parce que la question, j'allais même dire, est-ce qu'il y a des restes d'une CPC aujourd'hui au niveau de la RCA qui pourrait de nature à inquiéter quand même au niveau sécuritaire? Je peux vous dire, sans embâche, que les soldats centrafricains, accompagnés, appuyés par leurs alliés, sont confiants. Les soldats sont confiants. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous allez constater que tous les mouvements rebelles ont été éradiqués du territoire. Il n'y a plus de camps rebelles en Centrafrique. Bombardés, atomisés, pourchassés. Il n'y a plus de camps rebelles en Centrafrique. Les rebelles se sont mués aujourd'hui en terroristes. Il faut comprendre que il y a une transformation appuyée par la France. Il y a une transformation. C'est-à-dire que avant, vous aviez des camps de rebelles qui jonchaient le territoire. Oui. Et aujourd'hui, les forces loyalistes ont atomisé tous les camps. Qui ont fui vers le Soudan, d'autres vers la Centrafrique, d'autres sont repliés dans la Damawa au Cameroun. Les camps rebelles n'existent plus en Centrafrique. Pillés, bombardés, détruits. Dans ce cas, comment est-ce que vous qualifiez le mouvement dirigé par Ahmed Sayo? Je crois que c'est le leader de la coalition militaire de salut du peuple et de redressement. C'est du terrorisme. Ahmed Sayo n'a aucune base militaire implantée en Centrafrique. C'est du terrorisme. Et lorsque, vous savez, l'ennemi ne dort jamais. Quand l'ennemi constate que sur le terrain, les forces vives sont prêtes et aguerries, invincibles, l'ennemi change de tactique. Vous avez vu les derniers événements sur le corridor Bangui-Douala. Oui. C'était des attaques de coupeurs de sous la forme de coupeurs de route. Ils ont attaqué un convoi, ils ont tiré, ils ont fui. Ils sont repartis, ils ont enlevé leur trait militaire, ils ont mis les djarabias, ils ont mis les chemises et les jeans, ils se sont fondus dans la population. C'est du terrorisme. Ce n'est plus la rébellion.
l'armée centrafricaine a maté tout mouvement de rébellion. Et donc, la France, qui finance la déstabilisation, utilise dorénavant le terrorisme comme moyen de déstabilisation. Et la difficulté qui est pour la France, c'est que le peuple centrafricain est très aguerri. Il est préparé psychologiquement, il est résilient. Et face à cette résilience, la France va donc changer de tactique. Toujours en opérant sous forme de terrorisme. Ils vont donc intégrer dans les actes terroristes la troisième dimension, qui est l'utilisation des armes létales aériennes. D'où l'implication de Sayo et de Mustapha Sabon. Sabon, le frère de l'autre? Le frère, le grand frère. Il y a deux Sabon, je crois. Il y a deux Sabon. Il y a un qui est en prison au Tchad. Très bien. En tout cas, c'est une famille de rebelles. Vous voyez, c'est une famille de rebelles. Le grand frère est rebelle, le petit frère est rebelle. Le petit frère est en prison au Tchad. Donc c'est Abakar Sabon qui est en prison au Tchad. Oui. Mustapha Sabon, à l'heure actuelle, est avec les forces de Bourane qui essayent d'attaquer, de récupérer Niala entre les mains des FSR. Oui. Parce qu'il y a eu un deal. Et c'est ici que ça devient intéressant. Il y a eu un deal. Le deal, c'est que on va former, la France décide d'assassiner Touadéra. L'assassiner n'est pas un jeu, c'est pas facile. Parce que les forces vives sont debout et prêtes. La France décide donc d'intégrer la troisième dimension dans le projet d'assassinat du président Touadéra. Et cette troisième dimension va s'opérer par voie de drone. Oui. Et donc, monsieur Mustapha Abaka, qui est colonel de l'armée de l'air, ancien directeur de la NAC, l'agence de navigation aérienne centrafricaine, sous Dotoja, parce que venu à l'époque dans les rangs de la rébellion, c'est un éternel rebelle. Il n'a même pas eu le courage de se confesser et de demander le pardon au peuple, comme l'a fait le président Dotoja, qui aujourd'hui est en harmonie avec les institutions. Il n'a pas eu cette humilité. Il est retourné en posture de maquisard. Et donc, c'est lui que la France va utiliser. Ils vont faire un recrutement de commandos qu'ils vont amener en Mauritanie, transporter en Mauritanie avec l'aide du général Bourane et du chef des renseignements égyptiens. Le chef des renseignements égyptiens, qui est l'ami intime de Bourane, il vient d'être démis de ses fonctions en Égypte. C'est eux qui vont piloter le transbordement des commandos spécialistes des questions militaro-aériennes. Ils vont être installés en Mauritanie dans une des bases qui forment les rebelles qui déstabilisent le Sahel. Les instructeurs qui vont former ce commando sont des instructeurs ukrainiens. Les deux principales bases de formation des terroristes aujourd'hui, c'est le Maroc et la Mauritanie. Les deux principales bases. On va donc installer ces gars là-bas. Après 45 jours de formation, on va trier une quinzaine de commandos qu'on va amener à Lwol. Lwol, c'est une ville ukrainienne qui jonche la frontière avec la Pologne. Ils vont passer par la Pologne, ils vont entrer à Lwol, ils vont passer 3 semaines d'instruction à l'utilisation des drones censés revenir à Bangui, attaquer la résidence du président Touadéra, attaquer son cortège, attaquer la base de Camp Kassai, attaquer l'état-major de l'armée centrafricaine, attaquer la base de Berengo en simultané et attaquer les Nerka, c'est-à-dire le barrage de Boali. Dans les cartes que nous avons eues à notre disposition, voilà les principaux points qui ressortent
dans la stratégie d'assassinat et de déstabilisation de la RCA. Et donc, pendant ce temps, les opérations devraient se faire de manière simultanée. C'est-à-dire que Sayo, lui, sa mission, c'est de redescendre vers la frontière avec le Tchad. Vous savez, on a une zone de 3 frontières. Sayo doit descendre vers le nord-ouest. C'est une zone qui est contrôlée par les 3 airs. Les 3 airs qui est une milice qui opère entre le Cameroun et la Centrafrique. Oui. Et donc, Ahmed Sayo doit descendre avec 2000 hommes, renforcer l'effectif de 3 airs qui en ce moment est en veille du côté du Cameroun. Ils ont enterré leurs armes en Centrafrique, ils ont traversé la frontière, ils sont tous réfugiés politiques, réfugiés de guerre au Cameroun. Dans les camps de réfugiés au Cameroun, c'est là où ils sont. Et ils trompent la vigilance des autorités camerounaises. Quand ils veulent aller faire des opérations, ils sortent des camps comme s'ils se baladaient, ils remontent, ils sont dans la Damawa, Ngawi, ils traversent, ils reprennent les armes où ils ont intérêt, ils vont commettre des actes terroristes en Centrafrique, comme cet acte qui a coûté la vie au chauffeur, et ils reviennent tranquillement. Et donc, comme ils n'ont pas assez de logistique, ils opèrent de manière sporadique. Celui qui doit leur ramener la logistique jusqu'ici, c'est Ahmed Sayo. Avec 2000 hommes. Et où se trouve Sayo en ce moment? Sayo est dans la zone des 3 frontières. Ok. Sauf si les 48 dernières heures, après nos dénonciations, sauf s'il est reparti au Soudan. Parce qu'ils ont 2 bases. Ils ont le Soudan et l'Égypte. Ils ont le Soudan et l'Égypte. Voilà où, quand ils veulent boire du café et du whisky, ils retournent calmement là-bas. Ils se posent au frais, ils boivent le thé glacé avec du whisky, ils planifient de nouvelles attaques et ils reviennent au Soudan. Ils prennent de l'argent à Bourane, ils prennent des hommes à Bourane, ils prennent du matériel à Bourane. Bourane a promis de mettre à leur disposition 500 BG-75. Les voitures du désert. 500 pièces. Mustapha va attaquer, va contourner la zone contrôlée par les SFR à travers le Tchad. C'est-à-dire, ils vont sortir du Soudan, ils entrent au Tchad, ils entrent en Centrafrique pour prendre les SFR de revers et engager les actes terroristes. Mais quel est l'intérêt d'Al-Burhan à soutenir une rébellion contre le président Touadéra? L'intérêt, c'est que, vous savez, le président Touadéra, c'est quelqu'un qui est neutre. Il y a un gros conflit aujourd'hui au Soudan. Entre Il y a un gros conflit au Soudan entre Hemeti et Al-Burhan. Oui. Les autorités soudanaises ont voulu que le président Touadéra prenne cause et effet. Il a refusé. Tout ce qu'il a fait, il a renforcé sa frontière. Oui. Il a simplement donné les garanties aux autorités du Soudan de ce que aucune déstabilisation du Soudan ne passera par la RCA. Tout à fait, on a reçu cette information. Le président Touadéra ne se mêle pas des conflits inter-États, internes aux États, je voulais dire. Il ne se mêle pas des conflits internes aux États. Il a assez de problèmes chez lui à résoudre pour aller se mêler des problèmes du Soudan. Voilà. Et nous ne comprenons pas, c'est une position assez objective, mais nous ne comprenons pas que les autorités de Khartoum la prennent mal. Nous n'en revenons pas. Nous, on s'est toujours plaint en Centrafrique de ce que le Soudan soit le réservoir de différents rebelles qui viennent déstabiliser notre pays. L'histoire l'a toujours montré. L'histoire l'a toujours démontré. Alors, s'il y a un plaignant aujourd'hui, c'est nous en Centrafrique. Mais est-ce que ce ne serait pas un moyen de pression, un moyen de chantage pour que le président Touadéra prenne enfin position? Bon. Je suis désolé. Il a été élu par le peuple centrafricain, il n'a pas été élu par le peuple soudanais. Très bien. Chaque président est élu par son peuple pour résoudre les problèmes de son peuple. La France, les problèmes du Soudan, les problèmes entre Soudanais, trouver solution entre Soudanais. Les problèmes entre Centrafricains,
trouver une solution entre Centrafricains. Le président Touadéra n'a pas à se mêler des problèmes entre Soudanais. Et c'est la position qu'il a toujours observée depuis le début de ce conflit. Voilà. Vous avez cité, puisque nous tirons vers la fin de notre show, très important d'ailleurs, on n'a même pas envie de s'arrêter, il y a eu plusieurs finalement acteurs à l'intérieur de ce projet de déstabilisation. Au départ, vous avez parlé de la France, après vous avez parlé des renseignements, de l'ancien chef de renseignement égyptien, il y a le Soudan qui est impliqué, on va vers l'ouest du continent, la Mauritanie qui aujourd'hui de facto devient un camp d'entraînement pour tous ces rebelles qui veulent s'en prendre à la République centrafricaine. Est-ce que à l'intérieur, je veux dire à Bangui, il y aurait cette fois-ci des acteurs politiques impliqués d'une manière ou d'une autre dans ce projet d'élimination? Je peux vous dire sans embâche que non. Les acteurs politiques alliés de la France opèrent depuis la France. En Centrafrique, dans le territoire centrafricain, vous avez très peu d'anti-Touadéra. Parce que le peuple a vu la transformation opérée par le magicien de Bangui. Sans moyens, c'est vrai de partout. C'est vrai de partout. Il opère le miracle au quotidien. Et les Centrafricains en sont conscients. C'est pour cela que les Centrafricains soutiennent leur Moïse. Pour le peuple centrafricain, leur Moïse est arrivé. C'est l'archange Touadéra. Il est venu sortir ce peuple de captivité. Ce peuple était dans la captivité française, comme le peuple d'Israël était dans la captivité égyptienne. Et peut-être c'est ce qui peut expliquer l'implication des pays comme l'Égypte, qui veulent revenir à l'Ancien Testament pour nous opérer, pour nous amener dans un autre âge. L'âge de l'époque où les rites d'Égypte pharaonique essayaient de tout imposer aux autres peuples, au point de prendre en captivité le peuple d'Israël. Et donc, Dieu nous parle. Le Tout-Puissant nous parle. Le grand architecte nous parle. Le temps des libertés. Le temps des libertés est arrivé. Je ne conçois pas que dans sous d'autres cieux, les gens au nom de liberté acceptent que les hommes couchent avec les hommes. Et refusent à d'autres peuples qui refusent cette conception, mais appliquent leur liberté au sens propre. La leur refuse. Il y a un problème. Il y a un problème. Tout ce que le président Touadéra demande, c'est d'avoir la liberté de choisir avec qui coopérer pour développer son pays. Voilà. Merci Jules Diaoué. En tout cas, vous êtes ici chez vous, vous le savez. Vous avez co-pensé ce projet. Vous accompagnez du mieux que vous pouvez, physiquement, intellectuellement et naturellement avec tous les moyens de bord. Merci infiniment pour votre présence et surtout pour le travail que vous faites aux côtés du président Touadéra pour le bonheur des Centrafricains. Merci Bachir, merci. Je tiens à apporter un éclaircissement parce que j'ai vu certains internautes me poser la question de savoir que, en disant qu'à Niala, c'est le FSR qui contrôle Niala et comment est-ce que Moustapha Sabon est soit allé à Niala, donc c'est les forces de SFR qui appuient. Je dis non. Je dis non. Aujourd'hui, il y a des violents combats entre les FSR et les forces de Bourane. Parce que les FSR contrôlent Niala et les forces de Bourane veulent récupérer Niala. Et M. Moustapha Sabon est du côté des forces de Bourane. Parce que en ce moment, ils sont en train de bombarder Niala en utilisant des drones. Donc les formations qu'ils ont été faites en Mauritanie et en Ukraine, ils commencent à les appliquer sur le terrain des combats à Niala. Pour se rassurer que les gars sont aguerris avant de venir assassiner Touadéra. Donc il faut bien comprendre ce qui est dit. Mais je vais vous dire, échec et mat. Personne n'assassinera Touadéra. Parce que c'est l'élu. Il a été choisi
par les dieux. Il n'est pas arrivé au pouvoir par un fait du hasard. Personne n'assassinera Traoré. Monsieur Bachir, comptabilisé depuis 2016 le nombre d'attentats. Mais ça devrait parler. Ça devrait parler à nos amis français. Depuis 2016, plus de 30 attentats manqués. Ils doivent comprendre qu'il y a quelque chose qui est au-delà des hommes. Il y a une dimension mystique. Il y a une dimension mystique qui accompagne et qui couvre le président Touadéra. Parce qu'il a une mission qui est celle de libérer le peuple et de le conduire sur la voie du développement. En tout cas, merci infiniment à vous, Jules Diaoui, et à tous ces téléspectateurs qui nous suivent à chaque fois que vous êtes sur nos plateaux. Merci à l'ensemble de la rédaction et de l'équipe technique du Pan African Media qui, comme toujours, se met à la disposition de l'information, mais alors la vraie pour une Afrique souveraine et unie. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie.